Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va faire un commentaire ici sur les résultats financiers du troisième trimestre ici de la compagnie Schneider Electric. Donc, vous vous rappelez qu'on a commenté ici les résultats du premier semestre et on avait déjà fait une vidéo au début de l'année ici sur la compagnie. Quand on parle de résultats financiers du troisième trimestre ici, généralement pour les compagnies européennes, c'est la présentation du chiffre d'affaires. Ok, donc on n'a pas des informations concernant les marges, on n'a pas d'informations concernant la dette, enfin, peut-être pas tout le temps, pas toutes les entreprises ne le font pas comme ça, mais en Europe, c'est très commun. Donc aux États-Unis généralement ou bien en Amérique du Nord, vous allez remarquer qu'on donne généralement des informations concernant la dette, les marges à tous les trimestres, d'accord? Donc, ça ne dérange pas, dans le sens où ça nous permet ici de voir comment est-ce que l'entreprise se comporte au niveau du chiffre d'affaires, quels sont les objectifs à court terme, d'accord, et pourquoi est-ce qu'on a eu, voilà, telle ou telle chose durant le trimestre. C'est une belle entreprise, déjà, c'est une très très belle entreprise, ça c'est sûr et certain. Vous avez remarqué qu'à la vidéo précédente, en tout cas depuis le début du mois, depuis le début de l'année, on ne trouve pas qu'on ait une opportunité d'investissement sur cette compagnie-ci. Et je vous dis déjà d'entrée de jeu, ça ne va pas changer. Aujourd'hui, ça sera toujours la même chose. Au point où, si vous cherchez l'évaluation pour cette compagnie-ci, allez-y regarder la vidéo d'il y a 2 mois, dont celle qui est ici, qui est juste là. D'accord, je vais également la mettre ici. Il y a soit un petit point, je vais la mettre ici dans la vidéo en question. Donc peut-être ici, on va juste, on va en parler sans doute rapidement ici. Donc vous allez voir, généralement au coin ici, vous allez voir, je vais la mettre au coin de la vidéo ici. Mais de toute façon, vous pouvez aller la rechercher. Elle date d'il y a 2 mois. Donc vous mettez Schneider Electric, Top Invest, vous allez retrouver la vidéo. Donc, pour nous aider ici dans notre commentaire, on va déjà lire la note, pas la note, mais l'article ici qui vient du journal Investir. Et on va aller regarder à peu près les rapports financiers ici, qu'est-ce qu'il y a lieu de dire, et voilà, à peu près c'est ce qu'on va faire ici aujourd'hui. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement, et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. OK? Donc, Schneider Electric confirme ses objectifs en 2022 après une hausse de ses ventes au troisième trimestre. Donc, l'équipementier électrique Schneider Electric a confirmé jeudi ses objectifs de 2022 après une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. Schneider Electric prévoit toujours une hausse organique de son résultat opérationnel, donc EBITDA, d'accord, donc EBITA, Earning Before Interest, Tax and Amortization. Je pense que c'est bien comme ça. Donc, il manque le D. Le D ici, c'est la dépréciation. Donc, ça, c'est autre chose que l'EBITDA. Mais bon, on s'entend qu'on reste toujours dans le même périmètre. C'est pas très, très différent entre les deux. Dans tous les cas de figure, c'est une information parmi tant d'autres, d'accord? Donc, ajustée comprise entre 11 et 15% cette année, grâce à une croissance organique de son chiffre d'affaires située entre 9 et 11%. Le groupe a également maintenu sa prévision d'une marge EBITDA ajustée en croissance organique de 30 à 60 points de base. Donc, quand on dit 30 à 60 points de base, quand on dit 30 points de base, d'accord, ça veut juste dire 0,3%. OK? Quand on dit 100 points de base, ça veut dire 1%. OK? Donc, là, ils s'attendent à une fourchette entre 17,7% et 18%. Malgré les incertitudes économiques et géopolitiques, les tensions inflationnistes et les pressions sur les chaînes de logistique, la demande reste forte et le groupe prévoit d'être positif sur les prix nets pour l'ensemble de l'année, a indiqué Schneider Electric dans un communiqué. Pour le seul quatrième trimestre, Schneider Electric s'attend à la poursuite d'une demande de marché forte et dynamique, stimulée par l'accélération des tendances en faveur de la transition énergétique et la confirmation de la reprise sur ces segments de fin de cycle. Alors, ce qui me vient en esprit maintenant, c'est ça veut dire quoi segment de fin de cycle. Et également ici, je peux constater que c'est une compagnie qui se retrouve sur une bonne période actuellement. Enfin, quand je dis une bonne période, il y a un méga trend sous-jacent ici qui est la transition énergétique. Donc, quand on parle ici d'augmentation des coûts de l'énergie, etc., la plupart des entreprises veulent réduire les coûts de l'énergie. Donc, ça pourrait être une bonne occasion pour Schneider Electric de faire affaire ici. Donc, il faut également qu'on précise que c'est une entreprise, enfin au début quand je n'avais jamais lu les rapports financiers de cette compagnie-ci, dès qu'on me parlait Schneider Electric, je lisais la description, je me disais ok, voilà une entreprise qui pourrait être impactée négativement par le secteur de la construction, etc. C'est le cas, mais c'est pas, voilà, c'est pas aussi intense que je ne le pensais au début.
OK? Parce qu'on va le voir tout à l'heure, d'accord? Parce que Schneider Electric, ce n'est pas que dans le secteur de la construction ici, ça représente une partie de ce qu'elle fait réellement. Donc, elle est assez diversifiée à ce niveau-là, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas impactée par l'environnement macroéconomique en général, d'accord? So, prenez ça en considération. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Schneider s'est établi à 8,68 milliards d'euros, en hausse sur un an de 21,6% en données publiées et de 12% en périmètre taux de change constant. Donc, le groupe a précisé que les variations de change avaient eu un effet positif de 594 millions d'euros au troisième trimestre, principalement en raison du renforcement du dollar américain et du yuan chinois face à l'euro. Pour l'ensemble de l'année, le groupe prévoit un effet positif des devises comprises entre 1,7 milliard et 1,8 milliard d'euros sur son chiffre d'affaires et d'environ 20 points de base sur la marge EBITDA. C'est très très bien, c'est important ici. Parce que vous voyez que dans le chiffre d'affaires actuellement, dans la croissance du chiffre d'affaires, il y a 1,7 à 1,8 milliard qui provient uniquement de la variation de taux de change. Donc ici, elle en bénéficie. Mais dites-vous également qu'à un moment donné, ça sera moins joli que ça. OK? Donc ça prend en considération ici. OK? So, selon un consensus établi par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 8,53 milliards d'euros pour le troisième trimestre. Donc, comme je l'ai toujours dit ici, les analystes, par rapport aux attentes des analystes ici, tout ce que ça doit vous dire, c'est si on est positif ou négatif. Point. Si on est positif, négatif, ou bien si on est neutre. OK? Donc, si les analystes s'attendent à 8,53 milliards et que je compare par rapport à l'année précédente, je me rends compte que ça représente une croissance de X%. Ça veut dire qu'on est assez positif. C'est tout ce que ça doit me dire. Donc maintenant, le fait que les analystes s'attendaient à 8,53, on a eu 8,52, le marché n'est pas content, non, c'est pas si important que ça. Ce que vous devez regarder à peu près, c'est pourquoi on a eu 8,52. Pas dans le sens où c'est mauvais, mais dans le sens du pourquoi. Pourquoi est-ce que ça a été... Quels sont les relais de croissance ici? Ou bien si les revenus ont baissé, qu'est-ce qui a impacté négativement les revenus? C'est ce qui devrait vous intéresser. Pour les analystes, on est positif ou on est négatif, ou bien on est neutre. Entre les deux, c'est uniquement de l'information supplémentaire. Donc, sur l'ensemble des 9 premiers mois de l'année, les revenus de Schneider Electric ont progressé sur un an de 18,4% en données publiées et 10,8% en données organiques à 20,86 milliards d'euros. À la fin de septembre, Schneider Electric a réalisé des cessions représentant un montant cumulé de 1,5 milliard d'euros dans le cadre d'un programme de cession de 1,5 milliard à 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2022. Donc c'est quelque chose qu'ils avaient déjà annoncé. Donc ils ont un programme de cession présentement parce qu'ils aimeraient se concentrer dans des activités qui ont des marges de plus en plus élevées et qui sont complémentaires par rapport aux activités qu'ils offrent ici. Donc le mois dernier, Schneider Electric, quand on dit le mois dernier, je pense que ce document a été publié en date du mois d'octobre ici. Donc le mois dernier, au mois de septembre. Donc, Schneider Electric ici a déposé une offre de rachat sur les 41% d'Aviva qu'il ne détient pas encore au prix de 31 livres sterling par action hors dividende. Cette offre valorise l'ensemble du capital social de l'éditeur de logiciels britannique à 9,48 milliards de livres sterling, soit 10,85 milliards d'euros sur une base entièrement diluée. L'opération sera soumise au vote des actionnaires d'Aviva le 17 du mois de novembre. Donc le 17 du mois de novembre, on saura si les actionnaires acceptent ou pas la proposition de rachat de Schneider Electric. Donc elle a proposé de racheter totalement l'entreprise parce qu'elle détenait déjà une partie des actions de cette compagnie-ci. Donc déjà, en tant qu'investisseur de Schneider, vous devez aller regarder c'est quoi l'entreprise en question et pourquoi est-ce que le prix qu'on paye ici aujourd'hui est, voilà, qu'est-ce qui justifie un prix pareil? Ok, peut-être ici, parce que moi j'ai regardé ici vite fait, peut-être que je me trompe, hein, mais peut-être qu'il prévoit une augmentation des marges d'Aviva ici, parce que le prix payé pour cette compagnie-ci, bon, enfin, sauf qu'il y a énormément de croissance ici, mais on est quand même à un niveau assez élevé ici. Mais ce n'est pas un problème dans le sens où parfois une entreprise peut faire l'acquisition d'une autre ici parce qu'elle se rend compte que si je combine l'offre de cette entreprise-là plus mon offre à moi, ça peut permettre à ce que j'augmente les marges par rapport aux produits que j'offre. Et donc on se rend compte que l'entreprise, en prenant en considération également la croissance du chiffre d'affaires, on se rend compte que l'acquisition a plutôt été bénéfique. Donc, il faut prendre en considération le prix actuel. Il faut regarder également est-ce qu'il y a une possibilité d'augmentation des marges. Également, regarder par rapport à la complémentarité des activités qu'on a ici aujourd'hui. Donc, on va maintenant rentrer dans les rapports financiers ici. Dans tous les cas de figure, tout se passe bien pour cette compagnie-ci. Elle a des problèmes que beaucoup d'entreprises aimeraient avoir, surtout en ce moment-ci. Mais il faut toujours être sur vos gardes. OK? Toujours être sur vos gardes. Donc,
Quand je prends les rapports financiers ici, donc je prends ça ici, voilà. Pour les rapports financiers, enfin, c'est le document qu'ils ont proposé ici, qu'ils ont donné ici. Là. La première partie ici vous résume notamment tout ce qu'on a cité tantôt tout à l'heure, donc on ne va pas revenir dessus. Après, il y a les commentaires du management. Mais ce que moi j'ai bien aimé ici, c'est que oui, le chiffre d'affaires est croissant de 12%, etc. Mais maintenant, par segment d'activité, ça représente quoi? Pourquoi est-ce qu'on a 12%? Qu'est-ce qui a eu un impact positif? Est-ce que parmi nos segments d'activité, il y en a un qui a plus marché que l'autre? Par exemple, ici, elle divise ces segments par... Et là, on a le segment des produits et le segment des systèmes. Donc, on a les produits, les systèmes et les logiciels et services. OK? Donc, on voit ici, par exemple, je prends juste ça, je ne vais pas lire tout ça en totalité. Donc, on va juste prendre le segment des produits qui représente 58% du chiffre d'affaires. Donc, on s'entend que c'est la plus grosse partie ici du chiffre d'affaires de la compagnie. Mais ça ne veut pas dire qu'en termes de marge bénéficiaire, c'est celle qui marge plus. OK? Parce que parfois, ça paye que 58% de chiffre d'affaires. Mais en termes de marge, ici, quand on regarde la représentativité, c'est presque rien du tout. Donc, faites attention. Il faut généralement regarder ça ici. Enfin, c'est même pas que faites attention, bah, il faut juste regarder ça de cette manière. C'est 58% du chiffre d'affaires, mais c'est peut-être pas 58% des marges bénéficiaires. D'accord? Donc, les produits sont en progression organique de 11% au troisième trimestre, bénéficiant d'un certain assouplissement des tensions sur la chaîne logistique où la disponibilité des composants électroniques reste un point d'attention pour les équipes dirigeantes. Les deux activités, gestion de l'énergie et automatisme industriel, signent une croissance à deux chiffres, donc double digit en anglais. La croissance organique est portée par les mesures sur les prix. Donc c'est ce qui m'intéresse. Pourquoi est-ce qu'on a une croissance ici? Ici, on a dit les mesures sur les prix, donc on a une augmentation des prix, d'accord? Tandis que, quand on dit augmentation des prix, les prix ont également effet positif par rapport au taux de change. Donc, tandis que les volumes sont impactés par les tensions sur la chaîne logistique et les cessions des activités de Schneider Electric en Russie annoncées précédemment. Donc, on a eu un effet prix positif et on a eu un effet volume, enfin, pas négatif, mais voilà, impacté de manière négative, on va le dire comme ça pourrait être plus simple, ok? Mais dans l'ensemble ici, quand on prend les deux, on a un plus 11%. Je vous ai toujours dit que c'est bien d'augmenter les prix, mais est-ce que ça vient avec les volumes? Parce que si on augmente les prix et que les volumes suivent, tant mieux. Mais si on augmente les prix et que les volumes diminuent, c'est peut-être pas durable à long terme. Il faut faire attention par rapport à ça. Donc, quand vous allez prendre vos rapports ici, vous lisez cette partie-ci, c'est très important, les produits, les systèmes, les logiciels, etc. Après, tout le blablabla qui va suivre ici, ainsi que le point sur le segment digital. Donc après, ici, vous allez comparer on a les différents segments d'activité. D'accord, donc les gestions de l'énergie, parce qu'en fait, c'est divisé, il y a des grands segments. Donc, on a gestion de l'énergie et automatisme. Donc, quand on prend les deux ici par rapport à la géographie, par rapport à la segmentation géographique, ici, vous vous rendez compte que sur toute la gestion, enfin, dans l'ensemble des territoires couverts ici, on a une croissance en général, donc c'est une bonne chose. Également, en termes de chiffre d'affaires sur les 9 derniers mois, on a également une croissance en général, donc on aime ça. Maintenant, il vous dit ceci. Schneider Electric commercialise l'ensemble de son portefeuille de solutions intégrées et digitales sur quatre principaux marchés finaux. D'accord? Les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et l'industrie. Donc c'est important, ce sont les marchés finaux. Donc si le marché final bâtiment ne va pas bien, ça pourrait impacter négativement la compagnie. Donc j'aimerais savoir, enfin c'est la question que je me pose quand je regarde ça ici, quel est le pourcentage du chiffre d'affaires qui provient des bâtiments, qui provient des centres de données, qui provient des infrastructures et de l'industrie. C'est ce qui me revient à l'esprit présentement. Ok, c'est peut-être une question à poser, peut-être qu'ils ont déjà donné cette information-là dans un de leurs rapports financiers ou bien dans un conference call. Donc dites-vous ici que quand on sort un rapport financier pareil, vous allez avoir ce genre de document-ci. Euh, Par exemple, au T3, vous avez ça ici, et vous avez cette partie-ci qu'on appelle transcript. D'accord? Donc, c'est par rapport à ce qui a été dit dans le conference call. Les deux sont liés. Les deux sont liés. Donc, il faut généralement lire les rapports financiers, mais également aller écouter ou bien regarder le transcript, d'accord? Lire le transcript, d'accord? Donc, la transcription de ce qui a été dit, etc. C'est très important. Mais généralement, c'est en anglais, malheureusement. Mais voilà, ça reste une information très très importante parce qu'il y a des choses qu'on peut dire ici qui vont peut-être pas apparaître ou bien il y a des détails qu'on peut rajouter ici qui vont peut-être pas apparaître à ce niveau, au niveau des rapports financiers. Ok? Donc on vous dit ici que par exemple le secteur bâtiment ici, donc le marché final bâtiment, la demande et la croissance des ventes sont les plus fortes sur les marchés des bâtiments non résidentiels avec comme attendu un certain ralentissement de la demande sur le marché des bâtiments résidentiels en Europe de l'Ouest et en Chine. La croissance des ventes sur le marché des bâtiments
bâtiments résidentiels restent favorables dans l'ensemble, particulièrement aux États-Unis. Les offres pour les marchés de bâtiments intelligents permettant de la décarbonisation, une meilleure efficacité et durabilité des bâtiments suscitent toujours un vif intérêt de la part des clients dans toutes les régions. Donc, on peut comprendre pourquoi est-ce que cette entreprise se négocie à des PER très, très élevés. Parce que voilà, il y a un trend sous-jacent ici, là, qui est assez fort, qui porte sur la transition énergétique, la décarbonisation et les économies d'énergie. D'accord? Donc, c'est un trend assez fort. Donc, c'est-à-dire que ça sera très difficile d'avoir cette entreprise-ci à un prix intéressant. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on va l'acheter à tous les prix. D'accord? Faites attention par rapport à vos prix d'acquisition. Et également, comparez toujours cela par rapport aux opportunités de marché. Il peut y avoir de meilleures opportunités sur ce marché-ci. Donc, c'est une belle entreprise. On la met en watchlist. Mais quand si un prix intéressant est proposé ici, on pourrait réagir parce qu'on se dit que le potentiel de croissance est là. Donc, vous avez également le segment centre de données, infrastructure et industrie. Alors, encore, qu'est-ce qu'on peut prendre en considération dans ce rapport? Il est assez long, hein, mais voilà, si vous commencez à lire vos rapports financiers, 17 pages, c'est rien du tout. D'accord? Toutes les pages ne sont pas si importantes que ça. À force de lire, vous commencez à savoir à peu près ce qui se passe. Moi, par exemple, quand je prends ce document, si je veux savoir chiffre d'affaires, qu'est-ce qui s'est passé? OK? Marge, est-ce qu'on a maintenu les marges? Niveau d'endettement, qu'est-ce qui se passe? À quoi s'attendre à court terme ici? Qu'est-ce qui a impacté positivement ou négativement les revenus? Voilà les informations que je recherche présentement. Maintenant, tout ce qu'il y a, est-ce qu'on a eu des sessions, acquisitions? Est-ce qu'on a. Voilà, ce sont des informations également que je vais prendre en considération. Maintenant, tout ce qui concerne les à côté, voilà, comme par exemple les trucs de RES, voilà, de SG, pas que je n'accorde pas de. Je ne lis pas souvent cette partie ici, d'accord? Voilà, c'est important, mais c'est pas si important que ça pour moi. Enfin, pour le moment. D'accord? Donc, pour certaines personnes, c'est très, 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 très important. Je ne dis pas que je m'en fous clairement du segment ESG, mais excusez-moi, on a déjà assez d'informations ici. S'il faut encore accorder 1 heure, 3 heures de temps à lire un truc comme ça, voilà. Je préfère juste mettre ça de côté ici, ok? Parce que je pense que les informations les plus importantes pour moi vont être, voilà, l'entreprise va répondre à toutes mes questions, les questions que je me pose, qui sont très importantes pour moi, plus haut. Donc, je vais mettre ça de côté et peut-être que je lirai ça ici si j'ai tellement de temps libre devant moi. Mais sinon, c'est une partie que je vais peut-être mettre de côté. Donc, on continue maintenant. Qu'est-ce qu'on peut encore mettre comme information ici? Vous avez les différentes sessions, vous avez les différentes acquisitions ici. Donc, le rachat d'actions, voilà, ils ont racheté des actions, leurs dividendes, etc. Tant mieux. Donc, la tendance attendue au quatrième trimestre. Poursuite d'une demande du marché, de marché forte et dynamique, stimulée par l'accélération des tendances en faveur de la transition énergétique et confirmation de la reprise sur les segments de fin de cycle. Encore une fois, je cherche ce que ça veut dire segment de fin de cycle. Ils l'ont sans doute déjà expliqué quelque part ici, mais voilà. C'est un truc qui m'intrigue, d'accord? Donc, vous allez lire cette partie-ci pour à peu près savoir à quoi s'attendre au quatrième trimestre. Il faut faire attention quand le management mentionne quelque chose. Il faut voir au trimestre qui suit si ils ont exactement délivré ce qu'ils ont mentionné. Parce qu'on n'aimerait pas dire, on n'aimerait pas avoir un management qui dit quelque chose et voilà, quand le contraire arrive, ils disent autre chose. Non. Si vous dites qu'on va avoir $1, on s'attend à avoir $1. Maintenant, si on a $1 et plus, tant mieux. Mais si on a $1 et moins, il faut vraiment que la raison soit très très bonne. D'accord? Sinon, ne juste pas donner des prévisions. C'est mieux comme ça. OK? Donc, faites attention également à cette partie-là. Il faut toujours prendre, je ne dirais pas, il faut prêter attention à ce que le management dit, mais surtout à ce que le management fait. D'accord? C'est plus important. D'accord? Ce que le management fait. S'ils font ce qu'ils ont dit, tant mieux. D'accord? Mais s'ils disent ce qu'ils vont faire également, c'est bien, c'est important, mais ça reste une information supplémentaire. C'est pas quelque chose à prendre avec, voilà, comme parole d'évangile. Faites très, très attention. OK? Donc, objectif confirmé pour 2022, bah, c'est tout à fait normal ici. Donc, voilà à peu près les informations. Voilà, si vous devez lire ces rapports financiers-là, voilà à peu près les informations que moi, je vais aller rechercher ou bien accorder l'importance ici. D'accord? Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut dire en supplément par rapport à cette compagnie-ci? Donc, excusez-moi. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en supplément ici? Tout se passe bien. L'année 2022 sera peut-être une bonne année pour celle-ci. Donc, on va continuer à rester attentif ici. Au niveau de l'évaluation de la compagnie, je vais rester sur la même, voilà, je vais rester sur le même avis que j'avais précédemment ici. Je pense que l'entreprise ici a un prix assez élevé en date d'aujourd'hui. Donc, on va se dire ceci. On va rester prudent par rapport à cette compagnie-ci. Si vous êtes sur cette compagnie-ci aux alentours des $100, $80, 80 euros ici, vous avez un bon prix d'acquisition, un bon prix ici. Mais si vous voulez rentrer à partir de ces niveaux-ci, voilà, essayez de regarder s'il n'y a pas une meilleure alternative sur le marché par rapport à cette compagnie-ci. Parce que si on regarde quand même ici, au niveau de Schneider, c'est SU, ticker symbol SU, Schneider Electric, revenu grow ici. Donc, si on regarde quand même ça ici au niveau des PER, on aura tendance à voir enfin,
Les PER tous les 12 prochains mois auront tendance à être moins élevés, mais il faut prendre ça. Il faut que je regarde quelque chose. Si c'est 17 fois les bénéfices, donnez-moi du CNS. Attention, ça prend en considération ici, ça s'arrête au mois de juin, d'accord? De toute façon, on aura de bons résultats ici, mais maintenant, est-ce que ces résultats-là pourraient être durables? Donc, je vais juste aller regarder ici combien est-ce que ça va représenter en termes de bénéfices nets ici. Donc, vu qu'on a ça, 17,2, ça représente ici 4 milliards 244, divisé ici par le chiffre d'affaires actuel, juste pour aller regarder les marges à peu près, si on reste sur des marges moyennes ici. Donc, ici, c'est 13,59% en termes de marge. On va voir ici ce que l'entreprise a souvent produit par le passé. Parce que ici, marge. 17 fois les bénéfices, c'est pas cher, mais attention, ça ne prend pas en considération la dette. OK? Donc, on a une dette nette ici aux alentours de, si je ne me trompe pas, on peut avoir aux alentours de 13 milliards ici à vue d'œil. Mais attention, il faut toujours aller regarder au niveau des rapports financiers. Est-ce que cette dette nette-là inclut les loyers? D'accord? Donc, si ça inclut les loyers, il faut ajuster en conséquence parce que je ne considère pas les loyers comme étant de la dette. Ce sont des obligations, mais voilà, quand on prend en considération la dette nette ici, il vaut mieux l'enlever ici. Sinon, voilà, ça va impacter négativement le prix, enfin la valeur de l'entreprise ici, d'accord? Mais c'est pas plus grave que ça. Mais bon, enfin, quand je dis c'est pas plus grave que ça, vu qu'on est déjà assez pessimiste de nature, il faut faire très attention à ces niveaux-là. On pourrait ajuster cela. Donc ici, on est à peu près à 9% en termes de moyenne, en termes de marge ici. Donnez-moi juste un instant, je regarde ça ici. En termes de marge, 9%. Voilà, oui, on est aux alentours de 9%. Le marché s'attend à avoir à peu près 13% ici. Pourquoi? Peut-être par rapport à la période actuelle. Donc la question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que c'est durable? Donc on peut également regarder ici, est-ce que Ticker, donc Ticker, est-ce que Ticker ici peut avoir, on va aller regarder au niveau de Ticker, si au niveau des marges ici, les analystes s'attendent à avoir des marges plus élevées dans le futur en termes de free cash flow et de net income. Donc surtout que ici j'ai juste pris les net income. Donc on peut remarquer ici que net income, free cash flow, on prend les free cash flow ici, free cash flow, on essaye de regarder à quoi ça ressemble, est-ce qu'on est similaire ici, enfin, est-ce qu'on parle le même langage. Donc les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les net income ici. Maintenant, il faut aller regarder pourquoi c'est une compagnie européenne. Surtout à partir de 2018 par là, il faut regarder s'il y a une grosse variation à partir de 2018. Donc vous remarquez que à partir de 2018, on a une grosse variation. Donc c'est à partir de cette période-là que je pense que la loi comptable IFRS 16 était vraiment obligatoire. Mais bon, on a tendance à voir des free cash flow à plus élevés que les net income ici. En tout cas, ils vont dans le même sens. C'est assez correct ici, avant même la loi en question. Donc, ça, c'est encourageant. Maintenant, ici, au niveau de... Oh, si j'ai mis Suncor Energy. Pourquoi? SU. Donc, je vais regarder ici au niveau des marges attendues par les analystes en général, parce qu'on se vend ici à 17 fois les bénéfices. Ça m'intrigue pour les bénéfices des 12 prochains mois. Donc, on va regarder ça ici. On s'attend à voir combien. Je ne regarde même pas le nombre d'analystes ici parce que je pense que c'est une compagnie qui est très, très suivie. Donc, je suis sûr, il y a de fortes chances ici qu'on ait assez d'analystes qui ont fait des prévisions ici. Donc, on essaye ça reste de l'information supplémentaire. Ce n'est pas parce qu'un analyste va vous dire qu'on aura à peu près 50% de marge bénéficiaire en 2150 que ça va arriver. D'accord? Ça reste de l'information uniquement. Donc, c'est toujours à prendre avec des pincettes. D'accord? Ici, il est toujours mieux de prendre ce qui a déjà été prouvé par le marché, donc ce que l'entreprise a déjà eu à démontrer par le futur, dans le passé. On voit ici des marges de 10%. Donc, on s'attend à avoir des marges plus élevées de 13% dans le futur. Ça peut être ça. Ça pourrait être ça. D'accord? Le 13% pourrait être ça pourrait être le nouveau paradigme ici. D'accord? Ça pourrait être ça. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vais faire une évaluation, enfin, je vais prendre en considération ce 13%-là, juste pour essayer de voir à peu près où est-ce qu'on se situe si je prends en considération le 13%. Je ne me rappelle pas si je l'avais pris sur la dernière vidéo ici. Donc, ici, on va regarder ça, c'est 13,59% ici. Je prends 13% en termes de free cash flow ici. On a quoi? On va mettre 13% ici pour faire simple. Donc, je vais regarder ce qui a déjà été livré précédemment. Voilà. Donc, ratio ici. Voilà, net margin, est-ce qu'on a déjà eu des 13% dans le passé? Non, on va le prendre ici sur les 12 derniers mois. Parce que pour moi, ici, c'est surtout le fait que les marges en question soient durables dans le temps. C'est vraiment ce qui m'intéresse. Je ne veux pas des marges qui sont impactées par une situation conjoncturelle favorable. D'accord? Comme présentement, quand on vous dit qu'on a 1 milliard d'impact positif uniquement lié à la variation de taux de change ici.
Donc, c'est quelque chose à prendre en considération parce que ce n'est pas durable à long terme. Enfin, quand je dis c'est pas durable à long terme, ça pourrait également aller dans un sens contraire. Donc, ici, on a 11% d'augmentation des marges. Est-ce qu'on a un historique d'augmentation des marges ici? On se dira que oui, on a quand même un historique d'augmentation des marges, d'accord? Même si cette augmentation des marges a commencé à partir de 2020, à partir de 2021 par là. Donc, toujours à prendre avec des pincettes. Toujours à prendre avec des pincettes. Donc, on va regarder ici le leverage free cash flow. Voilà, on a des marges à peu près plus élevées ici. Donc, je prends du 13% ici, faites attention. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez que quand j'essaie d'évaluer une compagnie ici, je cherche le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow moyen, le nombre d'actions, le PER net et le PER moyen ici, la dette nette, la qualité, et je recherche la qualité dividende à la fin. D'accord? Donc, pour cette compagnie ici, on va faire ceci. Le revenu actuel, le revenu attendu ici par les années est de combien? D'accord? C'est ce qu'on va mentionner ici. En tout cas, au mois de décembre de cette année-ci, 2022. Donc, à peu près aux alentours de 33 milliards 580. D'accord? 33 milliards 580. 33,58. D'accord? Maintenant, croissance de revenus, etc. Je vais mettre croissance zéro. Façon compagnie de croissance, etc. Je préfère acheter à un prix qui n'inclut pas la croissance. La croissance, pour moi, ça va servir ici voilà, de marge de sécurité supplémentaire. Mais on pourrait mettre ça à titre d'information ici. Mais bon, je vais juste mettre, je vais rien mettre ici pour le moment. En termes de free cash, on a dit ici 13%. C'est avec ça qu'on va calculer. On va essayer de calculer ça avec le 13%. Maintenant, en termes de nombre d'actions, qu'est-ce qu'on a ici? Je vous rappelle que la vidéo, le document ici, ça les informations ici que je s'arrête au mois de juillet. D'accord? Donc, on a peut-être moins d'actions en date d'aujourd'hui, 565 millions d'actions. Donc, on va mettre ici 565, 5, 6, 5. Maintenant, PER, le PER de cette compagnie ici, on aura tendance à avoir des PER très, très élevés. Donc, price, enfin, quand on dit très, très élevé, le marché a tendance à payer cette entreprise a des PER assez élevés parce que c'est une entreprise qualitative, il y a un big trend ici, etc. Donc, on a tendance à payer des PER très, très élevés ici. Donc, on va mettre ça ici, la médiane. Donc, 20 fois les bénéfices, sur les 20 derniers, 20 fois les bénéfices. Donc, je vais mettre 20 fois les bénéfices pour moi, d'accord? Je ne sais pas ce que j'avais pris précédemment ici, mais je n'irai pas au-delà de 25 fois les bénéfices, donc je vais mettre 20 fois les bénéfices. Alors, vu que c'est déjà quelque chose ici, on prend en considération la croissance ici, donc avec des marges qui n'ont pas encore été prouvées sur le temps, sur une longue période de temps. Donc, la dette nette, je ne l'ai pas vérifiée ici, donc c'est également à prendre avec des pincettes au niveau de la dette nette ici, parce que ça pourrait être moins élevé que ça. Donc, on est ici à 9 milliards 210 millions, d'accord? Donc, 9 milliards 210 millions, on met ça, 9 milliards 210 millions. OK, donc, qu'est-ce qu'on fait? 33 milliards 580, 13% de ce montant, c'est combien? 13%, on est à 4 milliards 365, multiplié par 20 fois les bénéfices, moins la dette nette actuelle, 9 milliards 210, d'accord, divisé par le nombre d'actions, 565 millions d'actions, on sera à 138 euros l'action. 138 euros l'action. Donc l'entreprise serait correctement évaluée si on prend en considération des marges de 13%. Et ça ne prend pas en considération une hypothétique croissance supplémentaire. D'accord? Donc, quand on regarde sur les 10 dernières années ici, nous avons une croissance de 2%. Sur les 5 dernières années, 4%. Sur les 3 dernières années, 5%. Donc, on serait correctement évalué au prix actuel. Comment est-ce que je le fais? Si l'entreprise vous distribue la totalité des free cash flow ici en date d'aujourd'hui, free cash flow potentiel sur les marges de 13%, donc ça fait 4 milliards 365 divisé par la capitalisation boursière actuelle qui est de 73 milliards par là. OK, 73 milliards, ça fait à peu près un rendement ici de 5,97%, à peu près 6% par là. Donc, c'est assez correct ici. C'est assez correct pour une entreprise pareille. Oui, on est sur un big trend ici, mais voilà. Pour le moment, on va se dire que celui qui paye l'entreprise à ce prix-ci n'espère pas avoir plus que ça. D'accord? Si augmentation des marges reste stable. Donc, est-ce que nous avons une opportunité d'investissement? Je continue à dire que non, pas du tout. Pas d'opportunité d'investissement ici. On pourrait peut-être attendre un prix plus intéressant aux alentours des 100 euros par là. 100 euros, 80 euros, c'est à vous de voir. Mais dans tout état,
voilà, si on prend en considération la croissance future et les marges ici, on pourrait se dire qu'on est correctement évalué. Donc, si vous avez acheté cette compagnie ici aux alentours de ce prix-ci, c'est pas mauvais non plus. Donc, ça reste une belle entreprise. Le dividende ici, est-ce qu'on doit en parler? Oui, il est safe. Parce que techniquement, si on vous distribue la totalité des free cash flow en termes de bénéfices, ici, vous aurez à peu près, en termes de dividende, ici, vous aurez à peu près 6% de rendement par là. Or, vous avez 2%, on vous redistribue juste 2,2% ici. Donc, il y a de fortes chances que, voilà, entre le 6% et le 2,2%, vous remarquez qu'il y a encore assez de potentiel de croissance de ces dividendes-ci dans le futur. OK? Donc, le dividende ici, il est safe. OK? So, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Ça reste une très très belle entreprise, mais généralement ça a comparé avec les alternatives qu'on a sur le marché présentement. Si quand bien même cette entreprise va vous intéresser par rapport au big trend, méga trend qui est là présentement, la transition énergétique, etc., ça vaut combien? Ça pourrait impacter en termes de chiffre d'affaires à long terme, on pourrait s'attendre à combien? On peut se servir du document, de l'information qu'on a ici. Ici, ils attendent à peu près 38 milliards. Donc on va mettre 39 milliards ici. Je le fais simple, ça reste de la guesstimation. Faites attention par rapport à ça. Parce que de toute façon, ce n'est pas ça qui va déterminer le fait que vous achetiez l'entreprise ici aujourd'hui ou pas. Parce qu'il va falloir lire les rapports financiers et écouter ce que le management dit. D'accord? Donc, 38 milliards, j'ai mis 39 milliards ici, 13% de ce montant-là à 20 fois les bénéfices, disons. OK, 20 fois les bénéfices ici, divisé par moins la dette nette. Enlevons même la dette nette, divisé par le nombre d'actions. On va le faire comme ça, pour faire simple. Divisé par le nombre d'actions ici qui est aux alentours de... Voilà, on avait à peu près combien en termes de nombre d'actions ici? On avait combien? 565 millions d'actions divisé par 565. On peut se dire ici que le maximum ici, on pourrait être aux alentours de 180 dollars d'ici 2026. Ok, donc si je l'achète ici aujourd'hui à 138 dollars, je ne sais même pas combien c'est aujourd'hui, on cote à combien même aujourd'hui? On cote à 132 euros. Je parle de dollars, euros, donc vous me comprenez. Donc 132 euros ici, d'accord, 132 euros. 2026, c'est 4 ans, donc c'est 2,25, c'est 0,25. Comment est-ce que je le trouve ici? En faisant exposant, entre parenthèses, 1 divisé par 4. Je ferme la parenthèse. Ça veut dire que si on achète cette compagnie-ci à ce prix-ci et que d'ici 2026, on atteint réellement le 180 euros, le 179 euros par là, on aura eu un rendement de 8%. Ça, c'est uniquement par rapport au prix. Donc ça, c'est par rapport à la plus-value. D'accord? Maintenant, si on ajoute le dividende, etc., ça peut être bien plus élevé que ça. Donc, maintenant, c'est à vous de voir si pour vous, ça semble être correct pour le long terme. Mais moi, je dirais une chose, c'est qu'au prix actuel, c'est pas si mauvais que ça. Et il pourrait toujours avoir des surprises ici. Et c'est une entreprise qui est extrêmement bien gérée. Maintenant, si vous voulez tellement avoir du Schneider Electric en portefeuille, voilà, ça ne sera pas si mauvais que ça à la fin de la journée. Mais bon, je me dis qu'il y a de meilleures opportunités sur le marché en date d'aujourd'hui. So, n'hésitez pas à aller voir si le marché propose autre chose. Vous avez également des concurrents comme Eaton Vance, Eaton Vance ici, je pense qui est un concurrent à cette compagnie ici. Je ne sais pas s'ils ont les mêmes marges, etc. Mais ça reste une compagnie américaine ici qui est à peu près concurrente ici de Schneider. Je ne sais pas s'ils font exactement la même chose, mais ils ont certaines similitudes. OK? So, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Et pour cette compagnie-ci, n'hésitez pas, si elle vous intéresse ou bien si vous y êtes investi depuis longtemps, n'hésitez pas à lire vos rapports financiers parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir survivre à à la période actuelle. Oui, Schneider Electric, ça va très très bien, mais ça pourrait ne pas bien aller pendant une certaine période. Je ne dis pas que ça va arriver, d'accord, mais c'est toujours quelque chose à prendre en considération. Et parfois même, voilà, vous allez voir que l'entreprise que vous avez, si le prix commence à baisser, c'est pas parce que le marché a peur ni quoi que ce soit, c'est juste qu'il y a des personnes qui ont déjà fait de l'argent dessus, qui vendent juste leurs actions parce qu'ils aimeraient à peu près voilà, mais sécuriser le capital ici, ok, ou bien la plus-value. Donc c'est parfois pas lié au fait que l'entreprise se comporte très au fait qu'il y ait des risques à long terme sur la compagnie. Sur Schneider Electric, on peut se dire qu'à long terme, ici, il y a de bonnes chances qu'on ait une croissance on ait une croissance soutenue dans le futur. Elle sera par acquisition et de manière organique ici. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, on pourra se dire que pour Schneider Electric, au prix actuel, on est correctement évalué par là. C'est nous que si on prend en considération les marges de 13%. Mais je vous ai dit que les marges de 13% n'ont pas encore été éprouvées par le temps. Donc, cela pourrait être dû à la conjoncture actuelle. Maintenant, la conjoncture actuelle n'est pas durable. D'accord? Donc, il faudrait aller regarder ça ici également. Il faut faire très, très attention à cette évaluation-là. D'accord? Moi, personnellement, ici, j'aurais tendance à rester sur mon 10%, les marges que j'avais prises sur la vidéo précédente ici. D'accord? J'aurais tendance à être
à rester à ces niveaux-là. De toute façon, j'essaie de me protéger au maximum. Si les marges sont plus élevées, tant mieux. Mais je pense déjà qu'à cette période-là, on s'était dit qu'au prix de 130 euros, parce que cette entreprise flirte avec les 130 euros depuis le début de l'année, voilà, l'entreprise serait correctement évaluée et que ça prenait même en considération une certaine croissance des revenus ici. Donc maintenant, si on prend également en considération la croissance des marges, croissance des revenus, on pourrait se dire qu'on a quelque chose d'assez intéressant. Mais bon, voilà. La première règle, généralement, c'est de ne pas perdre son capital. Et la deuxième règle, c'est de ne pas oublier la première règle. Donc ici, est-ce que votre capital, est-ce que votre capital est en danger? Il y a de fortes chances que non. D'accord? Donc, c'est déjà assez encourageant. Maintenant, libre à vous de prendre la décision d'achat ou pas. Donc, moi, je fais juste mes analyses quantitatives ici, mais je vous dis toujours ce que je pense et je peux également avoir un biais positif ou négatif par rapport à certaines entreprises. Ça ne veut pas forcément dire que j'ai raison et je ne cherche pas à avoir raison. D'accord? Je cherche à avoir le moins tort possible. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.